Bonjour à tous, donc bienvenue à la dernière commission de la saison du CIAD, en l'occurrence donc la commission RH, pour présenter donc l'enquête African Talent RIPAT, avec donc Yannick Mekwenier, de président de l'African Business Club, qui est à l'initiative de cette enquête, et Patrick Plactor, qui a son rond de serviette à la commission RH du CIAD, qui est notre expert permanent et donc qui effectivement a aussi participé à l'élaboration de cette enquête. Donc peut-être que juste avant de présenter les résultats de l'enquête, donner quelques éléments sur la genèse du projet et comment c'est venu et qu'est-ce qui a finalement Mhm. inspiré cette idée, cette volonté de faire un tableau un peu des RIPAT, Yannick. Tout à fait, Igor. Merci déjà pour cette invitation. C'est un plaisir d'être ici. Je crois que c'est la deuxième fois cette année qu'on aura à parler de ce Oui, c'est sujet-là, vrai, qui est un ouais. sujet important et d'actualité. Donc, en fait, nous, on a lancé fin 2024 donc, une étude. Donc, cette enquête, on aura l'occasion de venir sur les résultats et peut-être sur la méthodologie. Avec une idée qui découle en fait de ce qu'on fait depuis 20 ans, parce que c'est pas d'aujourd'hui. Depuis la création de l'African Business Club en 2003, on a très rapidement compris que le développement du continent africain passait aussi par la mobilisation de toutes les intelligences, qu'elles soient locales ou de la diaspora. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens qu'on organise depuis 2006 un forum de recrutement, Ouais. donc qui avant s'appelait le Forum Elite et maintenant s'appelle l'African Mobility and Innovation Day, donc qui allie recrutement et entrepreneuriat. Et donc, c'est dans cette même optique-là, pour permettre aux États africains, pour permettre aux entreprises évoluant sur le continent africain d'accéder à une cartographie, de connaître en fait le profil de ces talents en fait, qui sont présents dans la diaspora, qu'on s'est dit serait intéressant de pouvoir fournir des données pertinentes. D'autant plus qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte il y a de plus en plus d'Africains vivant dans la diaspora qui sont intéressés par un retour sur le continent africain. Et donc, l'idée pour nous, c'était vraiment de pouvoir créer un lien efficace entre ces talents-là qui souhaitent repartir, le continent africain qui a de plus en plus besoin de ressources qualifiées. Les défis sont énormes pour le continent. En 2050, on a 2,4 milliards d'habitants qui sont attendus sur le continent africain. Il faut leur trouver des opportunités, du travail. Voilà, donc le continent aujourd'hui est très est axé sur une stratégie de développement, de création de valeur locale. Là aussi, il faut des compétences locales et donc qui soient donc qualifiées et la diaspora peut apporter ce savoir-faire-là. Et donc pour pouvoir faciliter ce lien-là, ce retour-là, on s'est dit qu'il serait pertinent de mettre en place cette enquête. Il y a des choses qui sont faites de façon j'ai envie de dire local, hein. Il y a des pays Mhm. qui ont bien amorcé cette dynamique-là, voilà, pour pouvoir aider, faire en sorte que la diaspora contribue au développement du continent. Et on s'est dit qu'il fallait plutôt l'avoir de façon continentale, globale, créer cette dynamique-là. Et d'ailleurs, c'est tout l'objet de cette étude qu'on a lancée fin 2024 et qui a donc abouti au mois de mai 2025. Voilà. Oui. Et donc, voilà, pour ceux qui n'y étaient pas, a déjà été présenté donc, lors d'une soirée C'est ça. Le 5 juin, début juin, c'est ça, voilà, 5 juin, à à l'ESCP, tout à l'ESCP. fait. Et donc, où déjà, Patrick, tu intervenais, puisque donc toi, par rapport à cette enquête, point de vue Afrique Search Alexander Hughes, donc comment vous êtes à la fois impliqué et comment tu vois à la fois l'utilité et la pertinence de l'étude aujourd'hui? Pour nous, dès le début, c'était une évidence de rentrer dans ce projet avec Yannick. Yannick l'a dit tout à l'heure, chaque année, enfin depuis 2 ans, on travaille ensemble sur nos forums. Donc, on a joint nos forums, euh, le forum Afrique Talent et puis l'AMID. Euh, Depuis 2 ans, on le fait sur 2 journées consécutivement. Euh, L'idée, c'est de consacrer le forum de l'ES, enfin, de l'AMID aux juniors et le Forum Afrique Talent aux plus seniors, D'accord. hein, et de faire ce qu'on appelle la semaine du recrutement et de la mobilité en Afrique. Donc, ce partenariat existe depuis déjà quelques années. Mhm.
Parce qu'on trouve que euh, souvent les acteurs qui agissent pour l'Afrique sont souvent en ordre dispersé. Avec Didier à côté, notre idée c'était pour une fois d'essayer de faire quelque chose de solidaire, hein, et puis de nous soutenir mutuellement. L'idée de l'enquête, évidemment, coulait de source, puisque tu es recruteur comme moi et Philippe aussi. La source de nos recrutements, c'est les talents. Et de plus en plus d'entreprises nous demandent de recruter des talents des diasporas. Euh, Avec moins de demandes sur des expatriés, mais on a des expatriés européens qui rentrent toujours, qui travaillent toujours sur le continent. Mais on a beaucoup de demandes des talents africains, pas qu'en France, un peu partout dans le monde, hein. Donc, cette étude tombait à point nommé pour essayer de faire une cartographie. C'est la première, et comme je l'ai dit le 5 juin dernier, euh, je demande beaucoup d'indulgence parce que on peut y voir quelques biais. Ça peut, ça souffre à être amélioré, donc, mais ça a le mérite d'exister. Euh, et je suis assez fier d'avoir participé aux côtés d'Iciel d'ailleurs, qui était dans le projet avec l'ABC. Parfait. Donc, on va peut-être démarrer et puis on prend, on va, voilà, la présentation des résultats. Mm. Donc, je te laisse, Yannick, Parfait. lancer la présentation et puis, Voilà. bah, Ouais, donc on va avoir en fait dans une première partie, donc on va essayer de connaître finalement le profil de ces talents finalement et l'échantillon qui nous a servi qui aura servi donc à réaliser cette enquête-là. Là, rapidement, je vais donner quelques chiffres sur la méthodologie. Donc, en fait, finalement, elle s'est faite donc, grâce à la base de données du réseau de l'African Business Club et également d'Afrique Search, qui est donc notre partenaire, comme l'a si bien mentionné Patrick. Et aussi, on a eu le soutien du CIAD, on a eu le soutien de l'ESCP Business School dans la réalisation de cette enquête-là. Donc, on a en fait adressé cette enquête à ce réseau-là. Et donc aujourd'hui, on a un échantillon constitué de 32 nationalités qui auront participé à cette enquête-là, dont 24 qui sont des nationalités africaines. Voilà, donc ça s'est fait sous format électronique, d'accord. envoyé donc à notre base avec ensuite l'exploitation des résultats le traitement des résultats qui s'est fait entre le mois de mars et avril 2025. Voilà. Et donc, plus de 400 personnes ont C'est répondu, hein, ça, c'est tout ça. à fait. Plus de 400 personnes qui ont répondu à cette enquête. Enfin, un peu plus, mais voilà, donc c'est l'échantillon final représenté par 408 personnes. Donc, en termes de profil, donc on est plutôt sur voilà, 60% d'hommes qui ont répondu à cette enquête-là pour 40% de femmes avec un âge moyen chez les hommes de 39 ans pour 34 ans. Et si on regarde en fait la répartition de cette représentation. On est peut-être un peu fou cette slide-là, mais catégorisant par rapport aux âges. Donc, on va voir qu'on a deux catégories d'âge qui sont très, très représentées. Donc, ça va être la catégorie 38-43 ans et la catégorie 26-31 ans qui sont les plus représentées dans cette enquête-là. Donc, voilà, une première catégorie de personnes qui, finalement, viennent à peine de rentrer dans le milieu du travail et une autre voilà, de personnes plutôt expérimentées, voilà, qui ont entre 38 et 43 ans. Alors, je crois que j'ai appuyé un peu trop vite. Donc, je parlais tout à l'heure des nationalités, donc 32 nationalités, dont 24 issues du continent africain. Ce qui est intéressant de mentionner, de souligner, c'est que 51% finalement des répondants ont une double nationalité, notamment beaucoup d'entre eux ont la nationalité française pour 63%. D'ailleurs, on va voir juste après que parmi donc, ces répondants qui ont la double nationalité française, bah, on a à l'intérieur des Ivoiriens, on a des Camerounais, des Sénégalais, des Congolais, des Béninois. J'attire quand même l'attention sur le fait que voilà, ça c'est vraiment des informations recueillies telles quelles. Donc c'est ce que les répondants ont donné. Donc on sait très bien que pour certains pays,
officiellement, en tout cas, la double nationalité n'est pas forcément voilà, autorisée. Mais voilà, donc on a retranscrit tel quel les résultats, en fait, voilà, suivant les réponses des différents participants. Donc voilà, donc les premières nationalités, hein, donc c'est vraiment un top 5 des participants. Donc ça va être la nationalité française à hauteur de 63%, puis la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et le Bénin. Après, il y a d'autres pays comme le Togo qui suivent, le Gabon, voilà, juste après le Bénin. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de retranscrire sur la slide juste avant. Donc, une enquête avec un échantillon très, très varié. Voilà, donc, avec des nationalités qui représentent quasiment la moitié de ce qu'on peut avoir sur le continent africain et bien évidemment la partie d'Afrique francophone qui est très, très, très représentée sur cette enquête. Je salue Michael Rovia qui vient d'arriver, qui est un membre de l'équipe qui a travaillé au traitement de ces résultats-là. Alors, en termes de localisation, c'est peut-être aussi pour ça que vous verrez qu'il y a voilà, une forte représentation de personnes ayant la nationalité française. Ben, on remarque bien qu'on est à 60 pour 70% des répondants résident en France, 80% sur le continent européen. Donc, ça s'explique aussi par le fait que l'African Business Club, pour l'essentiel de ses activités, réalise ici en France. Voilà, donc notre échantillon, nos sympathisants, notre base de données, est très, très localisé sur le territoire français, mais on a également quelques répondants qui sont en Amérique du Nord, voilà, et puis dans d'autres pays européens. Donc là, on a ensuite posé la question, on a essayé de comprendre en fait finalement quel est leur profil professionnel, si je peux le dire ainsi, en termes d'expérience, de formation. Et donc, on constate que 86% des répondants ont un niveau au moins égal au niveau Bac+5. Donc ça, c'est quelque chose quand même de très, très, très important qui, à n'en point douter, serait pertinent pour les défis auxquels le continent africain est aujourd'hui confronté. Et donc, ce sont essentiellement des salariés, aux 2 tiers. On a quelques entrepreneurs, donc voilà, entrepreneurs ou freelance. Et puis après, il y a des étudiants et jeunes diplômés qui représentent environ 9% de ces répondants-là. Et on a, en termes de secteur d'activité professionnelle, c'est très, très, très varié. Ça va de la finance, même si on a effectivement une forte représentation des domaines liés à la finance, au conseil, à l'audit. Mais voilà, on a également tout ce qui est numérique, informatique. C'est peut-être pas représenté sur cette slide, mais si on prend tout cumulé, tous les métiers liés à l'industrie, les métiers techniques, scientifiques, représentent environ 32%. C'est pas représenté là, mais vraiment, si on cumule le tout, on se rend compte aussi qu'il y a effectivement de très, très bonnes expertises, compétences dans les domaines techniques et scientifiques. Voilà. Alors oui, donc sur le panel, finalement, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est très représentatif des personnes qui suivent l'African Business Club Tout à et fait. donc qui effectivement sont dans des entreprises, ont déjà des niveaux d'expérience et de seniorité Tout à fait. sont dans une optique d'intérêt pour des postes effectivement en Afrique, mais sur des niveaux déjà de management avec, Tout à comme tu fait. dis, Tout à fait. un niveau d'éducation Bac+5. Patrick, un commentaire sur on va dire sur, enfin ouais, justement le panel des gens interrogés sur cette. Je pense que pour cette première année, comme je dis, on a fait avec les moyens dont on dispose. Mhm. L'idée, c'est que l'année prochaine, pour la prochaine enquête, puisque l'idée, c'est de le répéter cette année, cette étude chaque Mhm. année, c'est de l'élargir et nous, on va mettre aussi à disposition notre réseau de bureaux qui est un peu sur tous les continents pour aller recueillir les informations et aller avoir des informations un peu plus pertinentes sur le reste du monde. D'accord. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on reste sur un environnement On très travaille dans français. le très français, Tout à très fait. français, belge et Mhm. autres, mais on est dans à peu près 50 pays avec des bureaux présents. Donc, on va essayer de faire en sorte d'élargir un peu le panel Mhm. pour que les personnes touchées soient un peu plus représentatives. Après, ça reste une étude sur les cadres et pourquoi pas. Enfin, c'est ça C'est l'objet. ça. Enfin, Oui, c'est des profils très qualifiés. C'est vraiment ça que nous on cherche. Tout à fait. de cadre. Tout à fait. Pas vraiment sur des profils très qualifiés. Après, c'est vrai que si on peut élargir à d'autres, en termes de régions, à d'autres régions, ce serait idéal. Et on va essayer de tendre vers ça par la suite, et notamment les régions d'Afrique, les anglophones finalement, qui ne sont pas Oui. forcément les plus représentés dans le cadre de cette enquête. Voilà. Et puis juste pour finir, donc sur la Oui. partie profil, en fait, on a
le niveau d'expérience, hein, donc ça se traduit aussi un peu par l'âge moyen des participants, des répondants. Donc ça a environ 11 ans d'expérience. Donc pour les répondants à cette enquête-là, donc ce qui dénote vraiment d'une expertise, j'ai envie de dire, dans leur domaine d'activité et encore une fois qui serait, j'ai envie de dire, utile au continent vis-à-vis des défis qu'il a à relever aujourd'hui. Voilà. Je pense que en termes de profil, on a fait le tour. Peut-être passer sur la deuxième partie, Patrick, sur ici, juste pour avancer sur les flèches. Alors, maintenant, Je t'en je peux prie. y aller. Que disent les personnes qui ont été interrogées? Euh, De toute façon, voilà. Alors, une des premières questions qu'on a posées, c'est de connaître l'appétence de ces personnes sur le retour. Alors, pour pouvoir le mesurer, on leur a posé la question de donner une note de 1 sur 10 sur leur envie de retourner sur le continent. Et ce qu'on note, c'est que 75% des répondants évaluent leur envie de retourner à 8 sur 10, ce qui est assez élevé. Et si on le décline par genre, la réponse est pareille, que ce soit un homme ou une femme. Donc, on a 8 sur 3, 8 sur 10 sur l'envie de retourner sur le continent pour aller travailler. Ensuite, on a essayé de mesurer l'appétence en fonction de l'âge. C'est des tendances qu'on observe déjà, nous, lorsqu'on fait nos recrutements, et que moi, personnellement, j'avais observé dans la difficulté qu'on a à recruter. Euh, et ça se retrouve vraiment ici, où on se rend compte que l'appétence pour partir culmine entre 32 et 37 ans. Où c'est le moment où les gens sont prêts à retourner. En 20, je veux dire de 20 à 37 ans, on est dans cette tendance-là et ça cumule entre 32 et 37 ans. Et ça décline complètement entre 44 et 49, 44 et 50 ans, euh, pour des raisons que vous pouvez imaginer, qui sont des raisons d'établissement personnel. Donc, ce sont des personnes qui ont en général qui sont mariés, qui ont des enfants et qui n'ont pas envie forcément de bouger pour des raisons personnelles. Et ça, cette étude vient confirmer, c'est pas une intuition, mais des choses qu'on observe déjà, puisque on avait, avec Igor, on en a souvent parlé, de la segmentation lorsqu'on fait le recrutement, lorsqu'on va chercher les candidats. Les candidats dans cette section-là, qui est 45, 50, voire 55 ans, sont les plus difficiles à faire bouger lorsqu'on va on va les chercher en recrutement. Or, c'est un âge qui est très ciblé en recrutement. Bien sûr. Parce que les gens, ils ont encore une carrière à faire dans l'entreprise et c'est presque l'âge le plus Complètement. demandé. Donc. Complètement. Complètement. C'est là où on est en pleine expérience. Parce que vous remarquerez, peut-être il y a la slide après va le corréler, c'est les 20-25, on est dans la tranche des 5-10 ans d'expérience. Ça veut dire que les entreprises, elles doivent trouver des postes pour les envoyer plus tôt, en fait, si elles ont envie qu'ils soient disponibles pour un poste sur le continent Oui, à oui, 45 ans. oui. Moi, personnellement, tu pourras compléter. On a des demandes de création de viviers. J'ai des gros groupes aujourd'hui qui nous demandent de créer des viviers de candidats qui sont dans ces 30 à 32, 37. On a deux ou trois, je gère aujourd'hui deux ou trois programmes de ce qu'ils appellent de HIPO. L'idée, c'est d'identifier des jeunes entre 35 et 40 ans, des personnes qui sont de bonne formation, tête bien faite, et qui mettent en vivier jusqu'à ce que les postes solidaires. Donc, effectivement, cette side est vraiment parlante sur ce que nous, on vit sur le marché. Après, ça se réouvre à partir de 62-67 ans. Alors, on se rapproche de la retraite. Donc, c'est la quête du retour vers les origines, où on a déjà construit une maison dans son pays, on a envie de repartir chez soi. Donc, je dirais que en cela, les réponses représentent vraiment ce qu'on peut observer je dirais dans la Je peux vie. faire un petit commentaire là-dessus. Oui. Je suis surpris que cette baisse observée de l'appétence dans les tranches d'âge ne commence pas plus tôt.
que l'appétence soit assez forte jusqu'à 43 ans. Moi, je l'aurais vu, ce phénomène, Ouais. décrit, comme commençant plutôt à 30, 32 ans. Et la deuxième chose, c'est que dans la tranche 44-60 ans, il n'y a pas de femmes. Oui. Tout à fait, il n'y a pas de femmes. Bah, Elles là, elles disparaissent. Non, non, mais bah, enfin, j'ai envie de dire, non, pas qu'elle disparaît. Je crois que c'est vraiment basé sur le vivier, l'échantillon existant. Et donc, j'ai envie de dire, nous, on a au sein de l'African Business Club des personnes qui sont intéressées par des sujets liés au continent africain et, in fine, à un retour vers le continent africain. Et peut-être pour des raisons familiales, un peu évoquées ici, voilà, et donc peut-être pas dans cette tranche d'âge-là, comme projet de repartir. Elles sont Oui, pas, oui. pardon. Voilà, elles n'ont pas répondu. C'est vraiment ça. Non, Moi, je peux tenter. Ouais, vas-y. Non, oui, j'allais dire, c'est vrai que ce soit pour ta première ou ta deuxième question, il y a clairement un impératif familial. Oui, Et donc, comme on est, enfin, aujourd'hui, les enfants arrivent plus tard dans la vie d'un couple, finalement, jusqu'à ce que tes enfants soient, enfin, quand ils sont à l'école primaire, tu ne te poses pas trop la question de changer de pays, parce que voilà, et c'est à partir du collège ou du lycée où c'est beaucoup plus critique. Ce sont des Donc, cadres, en plus, effectivement, ce qui peut expliquer à la fois ce départ que tu juges un peu tardif, mais en fait, qui aujourd'hui correspond au fait d'avoir une famille avec des enfants qui ont entre 2 3 et 7 8 ans, et pour effectivement l'absence peut-être de femmes sur cette tranche-là, où c'est effectivement la période de l'éducation avec le collège, le lycée. Peut-être que pratique. Moi, je peux tenter une réponse qui Ouais. est de dire que les femmes dans ces tranches-là, ça rejoint ce que tu as dit, sont sur des préoccupations d'éducation des enfants. Et souvent, on voit les hommes en éclaireur. C'est même, on le voit apparaît dans les recrutements, c'est les hommes qui partent dans un premier temps, qui testent le retour, et ensuite font venir les femmes. Et j'imagine, hein, je n'ai pas de certitude là-dessus, j'imagine que dans ces tranches-là, les femmes sont plutôt plus concernées pour tenir la maison, alors que les hommes se disent, moi, je suis un peu plus libre pour aller Juste une chercher. question. En fait, là, l'enquête, c'est sur l'appétence au retour selon l'âge, mais pour rentrer et travailler dans une structure bien établie, ou ça prend en considération aussi tout ce qui est entrepreneuriat? Tout. Oui, parce que pour souscrire, c'est vrai que ce qu'on voit, et je pense que Patrick, vous le voyez aussi, c'est qu'effectivement, il arrive de temps en temps qu'on ait des candidats de la diaspora qui, effectivement, à partir d'un certain âge, décident de partir seuls. Et je ne parle pas d'un cadre de rotation comme dans certaines industries, je parle vraiment de s'installer seul et de revenir, par exemple, et de négocier avec l'entreprise une sorte de statut de célibataire géographique avec 4 ou 5 retours par an. Et ça n'arrive quasiment jamais lorsqu'il s'agit d'une femme. Ça reste quand même très genré et très. Et pour répondre à Étienne, enfin, pour tenter de répondre à Étienne, parce que encore une fois, il n'y a pas de certitude sur le fait que ce soit tardif, cette appétence au retour, on peut imaginer aussi que c'est aussi une question de plafond. C'est pas si simple pour quelqu'un qui a 55 ans d'abandonner son travail bien établi ici. Alors que lorsqu'on se rapproche de la retraite, on se dit, voilà, les choses sont plus possibles. Donc, on est plutôt entre 55 et 60 ans, on est plutôt en train de se dire comment je prépare mon retour, en mettant de l'argent de côté, en continuant à faire le travail qu'on fait ici, et ça s'ouvre vraiment plus à partir de 62-67 ans. C'est la réponse que je peux essayer d'apporter à ça. Alors, ensuite, l'appétence selon l'expérience professionnelle, et ça rejoint un peu ce que je disais, le croisement je dirais, des courbes. On voit que le pic est atteint que les personnes entre 5 et 10 ans d'expérience. Et vous verrez que ça se recoupe avec l'autre slide avant, où on voit que c'est entre 22 et 35-40 ans d'âge. Donc, on est, et tout, je dirais, tout sexe confondu, on est là-dedans. Donc, c'est plutôt 5-10 ans d'expérience. Après, en 10 et 20 ans, on est encore dans la tranche 44, 35-44 jusqu'à 50 ans, où on se dit on doit rester ici. Donc, cette slide nous confirme un tout petit peu ce qu'on observe précédemment. On aurait pu penser que les plus de 20 ans seraient remontés comme le slide d'avant en termes d'appétence. Mais ça serait à plus de 30 ans. Oui, c'est vrai. C'est pas dans le slide.
Juste un point méthodologique sur lequel je reviens juste un instant, parce que c'est pas clair pour moi. C'est fort. L'échantillon interrogé, c'est par nationalité. Je veux dire par là, les personnes ont quitté le continent africain ou sont éventuellement Non, de nationalité africaine, mais, en Europe depuis. ça concerne aussi bien ceux qui sont nés ici en Voilà, Europe c'est que ceux qui sont. Il y a les deux Oui, populations, c'est on est bien vrai, d'accord. voilà, exactement. Ceux qui sont arrivés pour Ceux qui sont exactement, c'est ça. Ok, donc il y a autant une population qui n'a pas connu le continent africain C'est ça. et qui est intéressée par le Ouais. potentiel du continent, Ouais. peu éventuellement de jeunes cadres qui sont partis à 16 ans ou à 20 ans faire leurs études et qui veulent revenir après quelques années. Il y a bien ces deux populations. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Je pense qu'on l'aborde dans le rapport final, en fait, cet aspect-là. D'accord. Donc, répartition. Ouais. L'échéance au retour, en fait, la question qui a été posée là, c'est de savoir, OK, maintenant, vous dites, vous avez envie de rentrer, dans quel délai? Il y en a un Et la tiers. réponse qui a été donnée, c'est qu'on a 81% des répondants C'est ça. qui envisagent de rentrer dans le délai de 5 ans. Bon, c'est une information brute, hein, dans le délai de 5 ans. On veut rentrer. Si je confronte ça, moi, à ce que je peux observer, et Igor, tu pourras compléter, ça me paraît long. Euh, C'est-à-dire que les gens qui viennent nous solliciter veulent rentrer rapide, ils cherchent un job, quoi. Ils n'attendent pas 5 ans pour rentrer. Ah, mais t'en as que 50% qui envisagent de faire ça entre moins d'un an et Non, il y a 3 ans, un c'est tiers. assez court. Oui, oui, C'est ça. c'est vrai. La Donc, moitié. voilà, un quart veut le faire dans un délai d'un an au maximum. Un quart, donc c'est peut-être ceux-là que tu rencontres. Ouais. Dans le cadre Après, c'est vrai que nous, c'est un peu biaisé, parce que finalement, les gens que nous contactons et surtout qui nous contactent sont des gens qui sont Comme déjà dans les sont démarches. rarement sur une démarche de 3 ou 5 ans. Et donc, Donc voilà, ce qu'on peut retenir de cette slide, c'est que, il y a quand même dans 8 sur 10, la note c'est 8 sur 10, et derrière ça, l'envie de rentrer est, je dirais, de court, moyen terme, quoi. Et puis il y a 20% finalement qui sont enfin, au-delà de 5 ans, là, qui montrent quand même qu'ils n'ont pas une certitude. Voilà, exactement. Qui se disent j'ai envie, mais c'est peut-être pas planifié, alors qu'entre 1 et 5 ans, finalement, il y a peut-être déjà un plan qui est déroulé, qui est mis en œuvre pour pouvoir repartir à court terme, au moyen terme. Est-ce qu'on sait ça par tranche d'âge? Ça peut être intéressant parce on imagine là que les 19%, ce sont des gens à la retraite, mais c'est peut-être justement des jeunes qui ont encore envie de créer leur carrière et qui se disent, je vais d'abord essayer de voir comment ça se passe ici avant de repartir. Alors, je ne pense pas qu'on ait cette donnée. Non, je ne crois pas. Michael, tu saurais si on... l'horizon de retour par rapport à la tranche d'âge, non, je ne crois pas qu'on ait cette donnée. Ça fait partie des points qu'on pourra rajouter pour la suite. En fait, si vous me permettez, s'il vous plaît. Je me présente, Michael Rovia. Je suis responsable d'études de conseil et j'ai contribué à la rédaction du rapport. Alors, donc, pour la tranche d'âge, pour ceux qui ont une carrière professionnelle au-delà de 5 ans d'expérience, c'est une période assez clé pour les individus. Mais toutefois, il fallait aussi comprendre aussi un phénomène selon lequel, dans cette période-là, les individus sont en phase de réflexion. Donc, ils n'ont pas une décision encore plus fortement prononcée sur le go ou le no-go parce qu'ils sont en train de sonder le terrain et constituer les éléments de décision qui leur permettront de pouvoir définir le lieu de sédentarisation. d'accord. Merci. À la question, est-ce que vous avez déjà tenté de rentrer dans ce convoi? Un tiers des talents ont déjà initié, avec ou sans succès, leur processus de retour en Afrique. Oui, c'est vraiment. Est-ce que oui, il y a l'appétence, ils sont nombreux à dire on a envie de repartir.
on a 8, enfin, on met à 8 sur 10 notre envie de retour, mais concrètement, est-ce que vous avez initié une démarche pour repartir sur le continent, pour vous installer, pour y travailler? Et on se rend compte qu'il n'y a qu'un tiers qui y sont, et puis 2 tiers finalement qui estiment ne pas encore avoir réuni les conditions qui feront en sorte qu'ils repartent. D'ailleurs, je pense que ça va être la suite de voir qu'est-ce qui les motive pour pouvoir repartir, quoi. Des choses que du coup, et là, donc ça, c'est le point sur voilà, Leurs aspirations. leurs aspirations. Donc Voilà. maintenant, voilà. Qu'est-ce qui fera en sorte que vous ayez envie de repartir là? C'est en termes de, je pense que c'est madame qui parlait de la volonté peut-être, est-ce qu'ils veulent être salariés ou créer d'entreprise? Là, on voit ici qu'il y a 15% des répondants qui souhaitent partir sur le continent pour y créer une entreprise. Il y a quand même la partie salariale qui reste très importante, hein, et notamment ceux qui souhaitent y repartir en tant qu'expatriés, à 40%. Après, ça se justifie. Il y en a, comme on a dit, 63% des répondants ont une double nationalité, enfin 51% une double nationalité, 63% une nationalité française. Donc voilà, parmi eux, je crois qu'il y a ces 40%-là qui souhaitent tenter l'expatriation. Et puis après, voilà, on voit vraiment que la partie salariale est très importante, de l'expatriation au CDI ou même au CDD, et 15% qui vont vraiment vouloir repartir, créer de la valeur par création d'une entreprise, quoi. Et là, d'ailleurs, on peut peut-être préciser, alors je pense que enfin, Patrick le constate aussi, c'est-à-dire, quelle que soit l'origine, en plus, nous voyons, on a déjà fait des commissions là-dessus, une restriction des conditions d'expatriation, et donc c'est un peu, effectivement, ça rentre un peu Il y a un en décalage. confrontation, Ouais, c'est-à-dire en décalage, parce qu'effectivement, il y a des attentes qui aujourd'hui ne correspondent pas à la situation de l'expatriation, qui s'est beaucoup, en tout cas, qui est beaucoup diversifié, avec des conditions qui sont beaucoup moins bonnes qu'on a pu les connaître à une époque. Et donc, effectivement, il y a un petit décalage. Mais en même temps, moi, je note aussi que quelques groupes arrivent à faire une espèce de semi-expatriation, mettre en place des dispositifs, en tout cas pour attirer les candidats des packages, qui sont des contrats locaux, mais avec le package d'expatriés. Voilà, donc je pense qu'il y a des solutions qui ont été trouvées ces dernières années pour contrecarrer cette tendance qu'on a observée ces derniers temps, ce qui explique un tout petit peu les 24% les 24% de contrats locaux. Les gens acceptent de plus en plus des contrats locaux, mais avec un package d'expatriés, tout ce qui va. Voilà, qui peut comprendre une indemnité logement, un véhicule, un billet d'avion, mais pas forcément, effectivement, la cotisation aux caisses françaises, qui en général, qui est devenu quasiment. Je pense que c'est aussi lié à la restriction de plus en plus des pays africains sur le local content, qui fait qu'il y a des quotas d'expatriation, des quotas d'expatriés par entreprise. Et donc, les entreprises sont obligées de faire des choix. Sur l'étude, j'avais une question. Est-ce que sur le fait de retourner en Afrique, c'est très global. Est-ce que les Camerounais veulent retourner au Cameroun, les Béninois au Bénin, les Togolais au Togo? Ou alors, On y arrive. Il va travailler avec nous. Oui, Christian, tu es le bienvenu pour. Et du coup, juste aussi sur cette question de l'expatriation, et du coup, enfin, il y a cette volonté de repartir avec un package d'expatriés ou pas mal d'avantages qui vont avec. Ça peut aussi expliquer du coup la stage juste avant, on remarquait qu'il y avait on disait qu'il y avait un tiers qui avait effectivement essayé de repartir sur le continent. Il y a 23% donc pour lesquels le processus n'a pas abouti. Tout ça aussi rentre en compte dans dans cette réponse-là, hein, c'est-à-dire voilà, les conditions n'étaient pas forcément réunies au niveau du package, des propositions de rémunération, etc. Mais du coup, on ne dit pas aussi ceux qui y sont allés, qui sont revenus. Parce que moi, j'en connais. Non, Qui ça, on y n'a sont pas abordé. allés, ils ont passé 2-3 ans et ils sont revenus. On n'a pas abordé ce point. Ouais. Ils ne disent pas que leur envie de retour est définitive, d'ailleurs. C'est intéressant. Ça peut être vu comme une expérience. Ouais. Mais peut-être qu'ils se sont mis dans n'a pas abouti. Donc, on n'est pas allé Non, on n'a pas allé dans ces détails-là, mais Faudra se on poser note. Alors, donc, tu as les critères incitatifs.
Les critères incitatifs. Alors, moi, lorsque je lis cette slide, je dis souvent que, en fait, c'est les conditions de vie, de façon générale, qui incitent les gens. La rémunération est une chose, mais c'est les meilleures conditions de vie qui attirent les candidats au retour. Je ne sais pas si tu lis ça comme moi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, ce qu'on a essayé de mettre en avant, enfin, on a distingué en fait dans les critères incitatifs, les critères qui sont en fait liés à l'entreprise, voilà, et les critères qui sont liés au pays. Donc, on verra par la suite ceux qui sont liés au pays, et aussi là, c'est plutôt ceux qui sont liés à l'entreprise. Après, c'est vrai que finalement, tout va vers les conditions de vie. Si on veut avoir une meilleure, enfin, de bonnes conditions salariales, des avantages matériels, ça correspond finalement aux conditions de vie qu'on souhaite avoir. Donc là, on a vraiment axé cette slide sur que devraient finalement mettre les entreprises en place pour attirer ces talents-là. Et donc, on voit que la partie, les conditions salariales viennent en première position avec tout ce qui concerne les avantages matériels. Pas trop loin. Voilà, pas trop loin finalement, exactement, c'est quasiment équivalent. Donc voilà, ça donne des pistes aux recruteurs que vous êtes. Ensuite, on a donc l'exposition internationale finalement qui reste importante. Donc, ok, j'ai envie de repartir sur le continent africain, mais je veux quand même avoir des positions qui me permettent d'avoir toujours un pied à l'international, de pouvoir travailler sur des sujets avec un impact international. Donc ça, c'est en troisième position avec 15%. Ouais. Et uniquement en quatrième position, on voit la partie évolution hiérarchique. On peut se dire souvent que certains veulent repartir pour prendre une position hiérarchique supérieure, peut-être parce qu'ils estiment avoir un plafond de verre, etc. ici, mais ça n'arrive qu'en quatrième position parmi les sondés avec 13%. Et puis il y a d'autres facteurs comme le travail à distance sur lesquels on a questionné les répondants, le plan de carrière, tout ce qui est formation, etc. L'idée, c'était vraiment de comprendre qu'est-ce qui ferait en sorte qu'ils aient envie de partir travailler sur le continent africain, d'un point de vue entreprise, on peut dire. Une question là-dessus. Je ne vois pas apparaître dans les critères, et ni avant d'ailleurs, la notion de couverture sociale, qui est quand même, me semble-t-il, un facteur très différenciant de la France par rapport à d'autres pays. Oui, c'est vrai Quand qu'on on quitte la France, on perd ces régimes très favorables. Et je ne les vois pas apparaître. Enfin, c'est peut-être mélangé dans le chose. c'est mélangé dans l'avantage, en fait, on a mis dans l'avantage matériel. Lorsqu'ils ont répondu, ils avaient effectivement un détail sur ce qu'il y a dans l'avantage matériel, par exemple. Il y avait aussi, en fait, tout ce qui est couverture sociale qui est intégrée. Et justement, c'est peut-être à corréler aussi avec les slides précédentes qui disaient qu'à partir de 45 ans, il y avait peut-être une envie un peu moins grande, puisque 45 ans, ça fait quand même peut-être 20 ans de cotisation. Absolument. Et après, on se pose la question de, mais si on tente l'aventure, comment est-ce que ça va se passer par la suite pour maintenir un niveau de retraite? On a déjà cotisé dans des caisses ici pendant 20 ans. Et voilà. Oui, c'est vrai que si la cotisation individuelle existe, elle reste quand même à la charge, quand elle est à la charge du salarié, elle reste assez coûteuse. Voilà, donc c'est vrai que. Et là, vous parlez d'une retraite, on peut rajouter la sécurité sociale pour la maladie, dans la même tranche, parce que c'est là où on a des enfants. Si mes enfants tombent malades, si je tombe malade, comment je suis couvert, ainsi de suite. Donc, exactement. ça répond. À 45 ans, on a besoin d'une couverture peut-être un peu plus élevée qu'à 20-30 ans. Et que pas de couverture du tout, parce que c'est un peu erratique dans certains pays, je crois. Mais Yannick, la question était tournée, qu'est-ce qui vous inciterait à partir ou qu'est-ce qu'il faut trouver au minimum? C'est-à-dire, quelles conditions vous voulez trouver? Ce qui n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui vous donnerait envie de partir ou qu'est-ce qu'il faut avoir pour décider de partir? Ce qui n'est pas exactement la même chose. Et plutôt, qu'est-ce qui vous incite, non? Qu'est-ce qui vous incite? Qu'est-ce qui vous donnerait envie? D'accord. Donc, je partirai en Afrique si je trouve de meilleures conditions salariales ou si je trouve de meilleurs avantages matériels. C'est ça le sens de la question? Je prendrai la décision si j'ai ça. Si j'ai ça, voilà. Et où? Oui, il y avait différentes propositions. Voilà. Donc, je pense qu'il y avait un top 3 en fait de propositions. Voilà. Alors, les pays cibles. Je pense que tu aimes bien ça. Je pense que tu as même récompensé quelqu'un là-dessus. Exactement. Oui, parce que vraiment l'idée, donc je parlais tout à l'heure
de pays cibles, enfin et de critères associatifs, on s'en verra dans la slide d'après. Et voilà, donc ok, je vais repartir sur le continent africain, je vais y travailler, mais pour aller dans quel pays? Est-ce que c'est dans mon pays d'origine, le pays dans lequel je suis né, dans lequel j'ai grandi, voilà. Donc l'idée c'était de savoir ça, ou est-ce que c'est un autre pays? Et donc on se rend compte que 59% des répondants là ciblent un pays dont ils n'ont pas forcément la nationalité. Voilà. Donc ça montre vraiment une ouverture. Bonne nouvelle. Voilà, voilà, exactement. Une très, très, très grande ouverture en vue d'un retour en Afrique. Ensuite, lorsqu'on regarde, on a posé la question de savoir dans quel pays vous souhaitez partir en priorité. Donc là, il n'y avait qu'un seul choix. Donc la Côte d'Ivoire est arrivée en première position, suivie du Sénégal, du Cameroun. Voilà, donc on a pas mal de pays. Après, on a essayé de regrouper voilà, en pays non francophones ou autres pays francophones. Mais on remarque pas ce qui est intéressant de voir ici, c'est la comparaison qu'on a essayé de faire entre, en termes de nationalité, le nombre, la proportion de personnes issues de cette nationalité-là qui ont répondu à l'enquête et finalement la proportion qui plébiscite ce pays-là. Donc, si je prends le cas encore de la Côte d'Ivoire, on va voir que 15% des personnes qui ont répondu à l'enquête ont la nationalité ivoirienne, mais 38% des répondants souhaitent repartir en Côte d'Ivoire pour s'y installer. Et ça montre vraiment qu'il y a une très forte attractivité de ce pays-là. C'est le cas aussi du Sénégal, par exemple, ou encore du Maroc, même si là, voilà, les données ne sont pas assez importantes. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Marocains qui ont Exact. En fait, c'est ce qu'il faudrait trouver, on pourrait trouver un autre partenaire qui nous permettrait d'accéder à plus de communautés du Maghreb. Exactement. Parce qu'il y a quand même une forte population. Oui, oui, c'est ça, mais il faudra trouver, parce qu'ils ont d'autres réseaux. C'est ça. Donc oui, ça va être ça vraiment les axes de développement de l'étude. Et quelque chose d'intéressant aussi finalement à voir, c'est la part des pays qui sont non francophones, voilà, qui est aussi important. Ils ne sont que 4% à avoir participé à l'enquête, mais quand même 15% des personnes interrogées visent un pays non francophone. Et lorsqu'on regarde en détail ces pays non francophones, on remarque que c'est pour un quart l'Afrique du Sud qui est plébiscitée, suivi du Kenya et de l'île Maurice, après du Ghana, l'Éthiopie et du Rwanda. C'est l'image peut-être du pays. Oui, En termes probablement, parce que d'attractivité il se trouve qu'en plus, l'Afrique du Sud est un pays qui, ces dernières années, a vraiment une politique hyper restrictive vis-à-vis des visas de travail. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas sud-africain, quelle que soit votre nationalité, c'est très compliqué d'avoir un permis de travail sur place. Donc, c'est effectivement l'image du pays qui est... Et vous mettez l'île Maurice dans les pays non francophones. Parce qu'officiellement, en regardant, c'est pas un pays francophone. Enfin, ils ont plusieurs langues et on a vérifié, hein, on a vérifié. On a... Ah bon? Bon, ils ont deux langues officielles. Ils ont deux langues. C'est parti de la francophonie, tous ils parlent tous. Le Togo est aujourd'hui se font comme l'Ouest aussi. Pas comme le Gabon. Comme le Gabon. Mais le Gabon, ils sont tous. Donc c'est pour essayer de dire que tout se mélange, quoi, en fait. Ouais. C'était juste une question. Pour répondre à Étienne, qui disait que la francophonie n'est plus la référence, en fait, ce que je voulais dire. C'est ce que je pense. Oui, ça ne se limite pas à l'espace comme web, c'est un peu, voilà. Je pense que ce que toi tu souhaitais dire dans l'enquête, c'est de dire qu'il y a deux langues, mais la langue prédominante que nous on a choisie en tout cas, c'est l'anglais. C'est ça, l'anglais qui est très très présent aussi. Alors, moi, on a le droit de résister aussi à ce mouvement. Je comprends mieux. On est d'accord avec ça. Bon, voilà. Alors, la suite. Alors, les facteurs de en tout cas, pour des pays. On va Étienne, juste pour finir. On va laisser le texte en live. Il dit pour voir l'anglais. Mais en tout cas, Étienne, il y a eu, c'est une question qu'on s'est posée. Étienne, c'est une question qu'on s'est posée pour l'île Maurice, ça c'est vrai, mais après on a dû trancher, et notamment lorsqu'on voit, d'après les recherches qu'on a eu à faire, que la constitution de l'île Maurice est rédigée en anglais, les lois de l'île Maurice sont rédigées en anglais. Voilà, c'est ça. On a dû faire un choix. Le débat politique peut se pousser sur le rôle. Oui, c'est ce que disait Exactement. Évidemment.
Je te laisse terminer. Oui, alors C'était le point que pour tu abordais. Ouais, la dernière, le dernier, tu abordais. les facteurs d'activité, c'est 41%. C'est le confort de vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. La qualité de vie arrive largement en tête, à 27%. Le développement des infrastructures que je mettrais aussi dans la qualité de vie. Ça nous amène à quelque chose autour de 40-45%. Euh, alors, les raisons familiales qui sont à 19%. Souvent, beaucoup de personnes disent qu'ils veulent rentrer parce que papa ou maman sont malades, j'ai envie de me rapprocher de ma famille parce que c'est le moment d'y être. Je ne veux pas rater un morceau de ma vie qui est en train de se dérouler sans moi, ainsi de suite. Donc, c'est aussi important de noter ça. Euh, alors, ce qui m'a étonné lorsqu'on a fait ça, c'est les 18% sur la stabilité sociopolitique. Voilà, ça reste impressionnant, mais je pense que les personnes qui ont répondu sont des personnes majoritairement ivoiriennes, ou dans les pays où il y a une forme de stabilité. C'était 15% d'Ivoiriens, il n'y a pas que des Ivoiriens, mais enfin, oui, c'est vrai que c'est étonnant. Enfin, là encore, les personnes avaient différents choix, enfin, ils avaient non seulement différents choix, et devaient faire un top 3. Et voilà, et donc c'est vrai que c'est étonnant de voir que la stabilité sociopolitique n'est pas forcément la priorité, finalement, le critère prioritaire pour ces personnes-là. Peut-être que ça veut peut-être dire aussi que c'est pour beaucoup, donc on n'a pas montré de ça là-dessus, mais des personnes qui sont nées en Afrique, qui ont peut-être grandi dans cet environnement-là et qui en fait connaissent ce cadre-là avec ces instabilités. Ils se disent, bon, on a grandi là-dedans, nos parents finalement vivent ils vivent dans ces conditions-là, voilà, c'est pourquoi pas. Donc je crois qu'il y a ça peut s'expliquer en tout cas pour des personnes qui sont peut-être nées, et qui ont grandi sur le continent et voilà, qui représentent pas mal de J'abonde bonnes proportions. complètement dans ton Ouais. sens. Je suis né au Togo et je dois aller au Togo la semaine prochaine pour une mission. Tout le monde me dit n'y va pas, alors que moi je dis qu'il faut que j'y aille et qu'il n'y a pas de problème, même s'il y a des mouvements en ce moment. Et c'est inconscient ça corrobore complètement ce que tu es en train de dire. Où je me dis c'est mon pays d'origine. S'il doit se passer quelque chose, ça se passera. Et Mais j'imagine qui que dit, c'est les gens là-bas qui disent de pas y non, non, aller. non, ici. Et y compris les gens là-bas. Ma petite sœur qui est au Togo me dit, Patrick, ne viens pas. Alors que moi, inconsciemment, je me dis, c'est pas grave, je vais y aller. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des manifestations contre fort Oui, actuellement. je sais, mais il y en a beaucoup. Oui, mais c'est pour le Togo, c'est rare. C'est pour le souvenir, c'est très, très rare. Avec les répressions policières. Ouais, il y a Ouais. pas mal de répression. Donc, il y a des gens, il y a des personnes qui sont un peu, voilà, attentifs sur le fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il vaut mieux pas être visible. Vaut mieux pas être visible ou vaut mieux pas se C'est balader là-bas, à certains endroits. Et en termes de chiffres, parce qu'on a effectivement, on n'a pas mis ce chiffre, enfin, on n'a pas évoqué ça, on a un tiers des répondants qui sont nés dans le pays, en France, dans le pays de résidence. Donc, il y a 2 tiers qui sont nés en fait sur le continent africain. Et donc, ça peut en fait expliquer aussi ça. Donc, ces 2 tiers-là connaissent le pays, et voilà, relativisent, connaissent ces conditions-là. Il y en a 50% qui veulent aller dans un autre pays que le leur. Ouais. Donc, ils n'ont pas nécessairement les codes du pays où ils vont. Après, on se dit, c'est plus ou moins, enfin, ils vont pas, je pense en tout cas qu'ils vont pas dans des pays qui sont complètement éloignés de ceux de leur pays d'origine, hein. On voit que ça va être des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui sont des pays Jeune Afrique qui de attirent le l'Ouest. plus. Voilà, exactement. Donc, c'est plus ou moins le même contexte, à peu de choses près, qui vont pas non plus à l'aventure, quoi. Et puis, je pense que ces personnes-là, ces 50%, c'est peut-être des personnes qui choisir les pays où ils sont sûrs de pouvoir trouver du travail. C'est pas tant la stabilité. C'est les pays, vont vers les pays où ils se disent, la Côte d'Ivoire, le Sénégal sont des pays où au moins je peux trouver du travail. Donc, ils ne sont pas motivés par l'aspect familial. C'est purement l'aspect professionnel, quoi. Les retours d'expérience, ça couvre quoi? Ça couvre le fait d'avoir été déjà dans le pays, que ce soit pour des raisons professionnelles, euh, professionnelles ou familiales, voilà, ou personnelles, voilà. Et donc ça couvre ces facteurs-là, ça peut être
aussi des retours faits par des connaissances, des collègues, des membres de la famille. C'est Voilà. l'appréciation L'appréciation, de la voilà. personne, pas compte tenu de la qualité du pays. C'est ça. L'appréciation qu'on a C'est pu une avoir. recommandation, en fait. Voilà, c'est une recommandation ou même l'appréciation qu'on a pu faire nous-mêmes en ayant été dans ce pays-là par le passé pour une mission professionnelle, pour des vacances, ou si c'est pas nous, fait par un de nos proches, tout simplement. Alors, je ne sais pas si c'est là-dedans, mais nous, on voit aussi des personnes, et là, on est dans la tranche, je dirais, de 56-62, qui sont motivées par la, la transmission d'expériences, qui sont vraiment motivés par l'envie de transmettre au, au niveau local de ce qu'ils ont appris ici. On en voit de plus en plus. Oui, Et et, d'ailleurs, ça, qui leur donne effectivement, oui, voilà, et avec finalement des motivations salariales assez faibles et qui Absolument. vont pas justement, eux, comme ils demandaient, c'est la couverture sociale, c'est l'expatriation qui veulent simplement. Est-ce que vous avez posé la question d'un retour lié à un mal-être en France? Non, pas du tout. Non, on n'a pas, on a vraiment regardé on a vraiment regardé. Je suis totalement d'accord. Je suis pas bien ici, j'ai envie de rentrer. C'est vrai. Envie de découvrir. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas voulu regarder euh, tout ce qui est incitation du point de vue du pays de résidence actuel, mais plutôt voilà, tout le pays que l'on cible en fait. Voilà. Parce que l'idée vraiment, c'est que ce pays cible-là puisse utiliser ces informations-là pour pouvoir derrière attirer ces talents-là, tout simplement. Donc on n'a pas cherché à savoir pourquoi tu souhaites quitter le pays dans lequel tu es actuellement, par exemple. Vas-y. Excuse-moi, on a quand même. Ouais, vas-y. Justement, sur ce Ouais. l'objectif aussi de l'étude, c'était de pouvoir mettre en exergue les éléments de décision, le prise décisionnel de chaque individu qui permettrait la mobilité de retour en Afrique au Sud. Donc, on n'a pas mis un focus sur les éléments qui, on va dire, dérangent un peu. Ici, c'est un peu l'idée dans laquelle nous sur ce travail. Non, bah, va faire des moyens maintenant. Merci, Mickaël. Bon, je vais remettre ces slides, peut-être qu'il y a un début de réponse sur les 13% qui sont motivés par l'évolution hiérarchique. On parlait de plafond de verre tout à l'heure. Donc, on retrouve la réponse peut-être là-dedans. Ces 13% qui se disent qu'ils ont besoin de bouger. Ouais, C'est une évolution hiérarchique. Oui, mais c'est pas forcément lié au plafond de verre. Il y a aussi des Français qui, par exemple, dans le cadre d'expatriation, partent dans un autre pays pour être DG ou avoir un poste supérieur ou DAF, alors qu'ils ont une fonction plus restreinte au siège. Tu vois, le fait, tu peux aller dans une filiale ou dans un pays plus petit pour avoir une fonction supérieure. Absolument. C'est pas forcément qu'il y a un plafond de verre. Ça peut être des opportunités aussi. À creuser dans le prochain. Alors, la synthèse et les recommandations. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oui, effectivement, là, on essaie c'est vraiment une synthèse de tout on a vu à travers ces chiffres-là, montrés tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment catégorisé en réparti en quatre grandes catégories. Donc voilà, le besoin de recherche d'opportunités professionnelles attractives, qui finalement est un critère incitatif. L'environnement économique et infrastructurel du pays, qui est un point aussi important, qui va notamment intéresser tous ceux qui veulent entreprendre dans le pays. Des pays comme le Kenya, par exemple, vont être très sollicités, ciblés, parce qu'il y en a qui vont, en fait, qui perçoivent le Kenya comme un pays très favorable à l'entrepreneuriat, typiquement. Ça, c'est quelque chose qui est voilà, très courant au sein des cas de la diaspora ici. Ensuite, il y a bien sûr tous les éléments liés à la qualité de vie et les services de base. Donc, voilà, donc on va pas repartir sur le continent africain, malgré tout l'amour qu'on a pour tel ou tel pays, par exemple, si les conditions de vie ne sont, enfin, il n'y a pas un minimum, en tout cas,
lorsqu'on a connu certains standards de vie dans son pays de résidence, c'est vraiment difficile de repartir si les conditions ne sont pas réunies à minima dans le pays cible. Et puis après aussi, il y a un besoin d'accompagnement et de reconnaissance, hein, parce que beaucoup ont la double nationalité et voilà, et peut-être aussi veulent pouvoir pour que tout ceci soit reconnu, que ce soit les diplômes, la nationalité, pour pouvoir facilement se réintégrer dans leur pays ou s'intégrer dans le pays d'accueil. Donc ça, c'est vraiment une synthèse globale. Et puis après, je pense qu'on a une slide sur les recommandations qui finalement qui découlent de cette enquête-là. Et donc là, voilà, les recommandations sont là aussi réparties par différentes catégories, enfin, différentes catégories au niveau des pays, au niveau des entreprises. Voilà, parce que l'idée pour nous, vraiment, in fine, c'est que ce soit un outil qui serve aussi bien au secteur privé que public à mettre en place des mécanismes, des politiques le plus efficaces possible pour favoriser le retour de ces talents-là. Par exemple, au niveau des pays, par exemple, il y a tous les dispositifs qui vont faciliter d'un point de vue administratif le retour et l'intégration de ces talents-là. Si je reste toujours sur la partie plutôt pays, bah, il faut du coup que le pays aussi soit attractif. Et là, ça va passer par tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, bah, le développement des infrastructures, donc tout ce qui va participer à l'amélioration de la qualité de vie dans le pays. Donc, il y a tout ce qui concerne les infrastructures, le logement, le transport, les télécommunications, par exemple, qui sont des facteurs qui vont être importants. Si certains pays se démarquent aujourd'hui, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, du Maroc, c'est parce que, enfin, ou même encore le Bénin qui est en train aussi de rejoindre, enfin, je veux dire, ce club-là, Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a des efforts très importants qui sont faits sur la partie infrastructure, par exemple, et ça, c'est suivi de très près par ces diasporas-là. Et donc, ça motive beaucoup leur choix de repartir vers un pays ou un autre. Donc, il y a cet effort-là aussi à faire au niveau des États, de travailler sur ces aspects qui vont permettre d'améliorer la qualité de vie au niveau du pays. Après, il y a bien sûr au niveau des entreprises, hein, et je pense que tant que spécialiste du recrutement, ça vous parle, bah, ça va être vraiment les éléments liés au package qu'on va offrir, que ce soit au niveau salarial ou tous les avantages qui peuvent être offerts à côté de ça, hein. On a parlé de couverture sociale, d'avantages matériels, etc. Donc, c'est des éléments aussi, bon, je pense que les entreprises en sont conscientes, mais c'est bien comme ça de pouvoir mettre ça en avant avec des chiffres pour qu'elles se rendent compte que oui, c'est quelque chose qui aussi est important du point de vue de ces talents-là, quoi. Voilà. Donc, c'était vraiment ça, j'ai envie de dire, l'objectif derrière cette enquête-là, de donner des éléments chiffrés qui soit confirment des éléments dont on a déjà conscience par expérience, voilà, ou alors donne voilà des éléments inédits qui vont permettre ensuite de faire les bons choix par la suite. Parce que c'est vrai que de ce point de vue-là, on en avait d'ailleurs parlé, je crois, la semaine de la CP, c'est vrai que même si c'est dans le panel, mais un pays comme le Maroc, je crois qu'ils ont mis en place, que ce soit fiscalement, administrativement parlant, enfin, ils ont fait tout ce qu'il fallait ces 10 dernières années pour, en effet, attirer la diaspora, et c'est un grand succès. Puis on parle même des MRE, les Marocains de l'extérieur. Il y a vraiment une volonté politique très forte. Est-ce que vous voyez, oui, donc d'autres pays, tu parlais un peu du Bénin, là, Bénin, on voit vraiment ça. Ouais. Enfin, oui, pour moi, c'est si je dois, c'est partie francophone aujourd'hui, s'il y a un top, enfin, et après, il y a le Sénégal qui est aussi, Le Sénégal, oui. voilà, le Sénégal aussi qui est très sollicité. Voilà, donc on a un peu de top 3, top 4 comme ça dans la partie francophone, ça va être ces pays-là. Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Maroc, qui sont effectivement très sollicités parce qu'il y a des efforts, en tout cas, c'est la perception que ces talents-là ont. Il y a des efforts qui sont faits au niveau du pays, déjà d'un point de vue des infrastructures, aussi sur la partie mécanisme, voilà, politique publique mise en œuvre pour pouvoir faciliter leur retour, quoi. Donc, il y a ça, et puis bon, bien évidemment, il y a des pays anglophones, mais pas forcément suffisamment d'éléments là-dessus, et là aussi, il y a un intérêt sur ces pays-là. Bien, bien. Virgile, attends des questions. Non. Donc, vous disiez donc. Moi, j'ai une remarque. Oui. 408 personnes interrogées, et je qualifierais cette étude qui est très intéressante, de mesures de photos virtuelles d'une situation actuelle. C'est virtuel.
que vous avez interrogé que des gens qui ne sont pas partis. Mhm. Une suggestion que je fais, si vous allez faire des nouveaux numéros, ce qui serait intéressant, c'est dans un moment, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, de savoir sur les 408 personnes, combien ont mis, il y en a 80% qui veulent partir. Combien ont mis leur projet à exécution? Tout à fait. 0%, 1%, 2%. On ne peut pas encore le savoir, parce qu'on ne l'a pas interrogé. C'est ça. À mon avis, ça, c'est une question absolument clé, parce que ça se trouve, c'est virtuel, et personne ne va partir. Alors, pour moi, dire qu'ils veulent partir, c'est une surinterprétation. Ils disent qu'ils ont qu'ils considéreraient l'idée de partir à 8 sur 10, mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent partir. C'est pas exactement la question. Je sais rien, ça, c'est. Ah bah si, c'est pas la. Ils disent qu'ils ont envie de partir. Bah, si tu leur demandes qu'ils veulent aller à Lyon, ils te diraient peut-être à 8 sur 10 qu'ils veulent bien aller à Lyon. C'est ça qu'il faut mesurer. C'est pas la même chose. C'est ça. Le point d'Étienne, c'est de savoir sur les personnes qu'on a interrogées aujourd'hui, ce qui en advient dans les Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils franchissent le C'est pas? ça. Et oui, ça va être ça, l'un des Ça, vous allez le faire dans la durée. Avec la durée, c'est ça. Voilà, pour voir l'évolution et voilà. Et maintenant, ce sera intéressant de savoir entre l'intention et l'hypothèse. C'est plutôt par rapport à la slide, je vais que- j'ai d'ici à 3 ans. Je crains que le résultat. Je crains. Là, ça tu vois, pas c'est craindre, plutôt par rapport à ça, à mon mais avis. le résultat risque d'être très très petit. Oui, bien sûr, il y a plein de contraintes. C'est pour ça d'ailleurs. Non, mais très très petit, asymptotique de 0. Ah, ouais, bon. Je pense. Après, Il y a un mouvement. Donc, il y en a qui, moi j'en Il y en a qui rentrent et qui reviennent. parce qu'on a quand même un tiers, et on a posé la question s'il y en a qui ont déjà entrepris les démarches, on a quand même un tiers qui ont entrepris les démarches. Oui. Donc, Est-ce que c'est pour regarder ou pour faire? là aussi, c'est une question, mais On a fait aussi une réunion sur les RIPAT, par ailleurs. Oui, Avec des gens qui accompagnent des gens à la répatriation, Oui. il y avait aussi des éléments d'information intéressants. Moi, vous savez que j'ai qualifié on avait fait un livre sur la diaspora et j'avais qualifié, et je qualifie souvent les gens qui retournent là-bas de héros. Il faut vraiment avoir envie, hein, parce qu'ils perdent quand même pas mal. Ils risquent de perdre en revenus, ils perdent en couverture sociale, ils perdent en éducation pour les enfants et ils ne sont pas toujours bien accueillis. c'est pour ça qu'ils choisissent Donc, certains faut que pays l'envie- en Il faut que particulier. l'envie soit élevée pour contrer ces 4 points difficiles que je viens de noter. Après, ça dépend où tu pars. C'est Si ça. tu pars en Afrique du Sud, tu peux Ça avoir. dépend, voilà, c'est pour ça qu'il y a des pays qui sont plus, il y a des pays qui sont plus ciblés que d'autres. Il y a des Tu vas quand même avoir un gain, tu peux avoir un gain de pouvoir d'achat. Ensuite, tu as la partie évidemment du sentiment personnel, national, Oui, de ça, je suis l'attachement. d'accord. Le prix de coût de la vie est inférieur. Donc, Et puis, le si tu as pouvoir des... d'achat, c'est le coût. Oui, ou si tu as des conditions de retour avec le logement qui est pris en charge, ça fait quand même une sacrée économie. Hein, pas... Oui, Oui, il y a aussi, pour reproduire un peu ce que vous dites, il y a en général, quand vous allez, c'est par un poste équivalent. Quand vous partez d'ici et que vous prenez la décision de rentrer chez vous, c'est pour avoir un poste qui est supérieur. Et donc, vous gagnez en pouvoir d'achat et vous gagnez en moyens financiers. Si vous gagnez en salaire et que vous avez un niveau de vie globalement inférieur, votre pouvoir d'achat augmente et vous pouvez compenser les pertes éventuelles de couverture sociale, etc., etc., et même d'éducation des enfants, parce que pour certains, voire pour beaucoup, c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit un peu moins de femmes, je ne sais pas, c'est peut-être uniquement une question de statistique, mais ça peut être aussi une réponse, c'est-à-dire que pour beaucoup, c'est genré, pardon, mais l'homme va, il gagne plus d'argent, et du coup, ça élève à la fois son niveau social là-bas, par rapport à son pouvoir d'achat gagné, et ici, par rapport à l'argent qu'il envoie à sa famille rester ici. En plus des avantages sociaux qu'il y a ici, profite de la différence de pouvoir d'achat. Ce que je peux remarquer, c'est que Par là, pas pour avoir la même chose, c'est tout ce que je voulais dire. le retour se fait beaucoup encore et encore dans des entreprises internationales. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre en Afrique pour une multinationale européenne ou française, le retour est plus facile parce qu'ils mettent en place des dispositifs qui facilitent ce retour-là. Donc, je pense qu'il faut l'observer, on pourra essayer de l'observer. Il y a peu de retours dans les entreprises purement africaines parce que les dispositifs d'accompagnement ne sont pas forcément les mêmes, ne sont pas au même niveau.
Et ça, moi, je le vois tous les jours, puisque je disais tout à l'heure qu'on a mis en place, pour pas les citer, pour Total, pour CFAO, des viviers, des parcours où, clairement, on nous demande d'identifier des membres des diasporas. Pour pas citer un, en fait, il y a une de ces entreprises-là qui me disait dernièrement, on a des problèmes pour les postes de finance. Parce que pour des histoires de corruption, on a du mal à n'employer que des locaux. Donc, on préférerait avoir des membres des diasporas parce qu'ils ont une culture de rigueur, une présomption de culture de rigueur qui leur permet, lorsqu'ils rentrent, de ne pas tout de suite être happés par la famille et tout ce qui peut leur tomber dessus et que vous connaissez tous lorsqu'on rentre en Afrique. Mais l'envie de faire entrer les diasporas est là. Et je pense que c'est une espèce d'aspiration. Moi, encore une fois, je le vois. Euh, beaucoup, et là, je rejoins l'histoire du plafond de verre. euh, Beaucoup souffrent de ce plafond de verre et sont attirés par l'Afrique parce qu'ils se disent j'aurai une meilleure vie, mais j'aurai un meilleur poste et on ne me bloquera plus dans mon parcours professionnel. Et ça, on le voit, mais tous les jours, quoi. Alors, est-ce que ça se traduit par un retour qui dure qui reste dans la durée? Toute la question est là. Mais il y a un mouvement. Il y a clairement un mouvement. Pas pour contredire ce que Étienne disait, mais il y a un mouvement. Non, mais On sent ce mouvement-là. vous, Après, il êtes faut le mesurer. vous êtes dans les cabinets de recrutement, et puis il y a la remarque très juste que tu viens de faire. Ma petite nuance, elle porte aussi beaucoup sur ceux qui voudraient rentrer pour créer une entreprise. Ah oui. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre Parce que c'est un discours assez permanent. Mm. Il faut s'appuyer sur la diaspora pour créer de la valeur, pour créer de la valeur ajoutée, que les sociétés africaines se développent, etc., etc. Et les gens de la diaspora sont particulièrement bien placés pour le faire, pour plein de raisons. Et ça, c'est très difficile, je pense. Alors, je dirais c'est autant difficile pour les membres de la diaspora que pour les Africains qui sont restés là pour des questions de financement. La question reste la même pour les membres des diasporas que pour les gens, les Africains qui ne sont pas partis et qui sont entrepreneurs au niveau local. Non, mais en plus, tu Il y a abandonnes des financements. la diaspora, tu abandonnes quelque chose. Oui. D'ailleurs, en plus, il y avait des difficultés que tout le monde, et il y a ça en plus. En plus. Les cadres supérieurs à 40-45 ans, dans un groupe international français, tu dis, je rentre au pays pour créer une boîte. Ben, c'est celui-là le héros. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Souvent des gens plus jeunes. Ouais. Et juste petite précision, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît Christian, mais Christian est ancien cadre dirigeant chez L'Oréal et chez CFAO. Voilà. Je précise, comme tu t'es pas présenté. Voilà. Voilà. Non, mais c'est important par rapport à ce que tu. Voilà. J'ai créé ma boîte ici. Vous êtes un héros. Non, parce que ma boîte, elle a fermé. Et je l'avais Bah, héros quand même. je l'avais créé ici et qui fonctionnait avec les deux. C'était une boîte de transfert d'argent affecté qui permettait justement, vous savez, quand vous envoyez de l'argent en Afrique, en général, vous envoyez à votre maman pour payer l'électricité. Entre-temps, le tonton, il vient parce qu'il a un problème de vie ou de mort, l'argent s'en va, mais votre maman a quand même besoin de payer l'électricité. Donc, vous renvoyez 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et donc, on avait créé une boîte de transfert affecté. Au lieu d'envoyer l'argent à maman, on envoyait directement à la société. Payer la chose direct. Exactement. Exactement. Donc voilà. Donc, en effet, ce sont des sujets qu'on connaît tous. Mais je ne suis pas un héros parce que moi, je suis toujours parti en expatriation. Ce n'est pas absolument un héros. D'avoir travaillé chez CFAO, c'est déjà un héros. Ah oui, Stéphane était chez CFAO. Bon, bah écoutez, en tout cas, d'autres questions ou interventions? Merci beaucoup Patrick, merci Yannick, et puis donc fin de la session 2024-2025 des commissions du CIAD et reprise au mois de septembre. Il y en a encore une reprise au mois de septembre. Oui, Reprise au mois de septembre pour tout le monde. Et Donc, ce que je veux dire, c'est que parce que c'est la dernière commission, je crois, de la saison, c'est ça, voilà. Voilà, ça suit la suite des études. Et absolument, et donc rendez-vous l'année prochaine. Bien sûr, Pour, c'est l'objectif, en tout cas, de. Passer à l'acte. Exactement, c'est un point qui va être suivi de très près et c'est vraiment l'objectif que ça se pérennise. Voilà, donc on se la durée. Bravo. Bravo.